10e et dernier chapitre du programme, intervalle de fluctuation et estimation. Voici les objectifs du chapitre. Nous allons d'abord voir ce qu'est l'échantillonnage et en particulier ce qu'est l'intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95%, c'est-à-dire l'intervalle dont vous devrez connaître la formule par cœur qui est la suivante. P moins 1,96 racine de P 1 moins P sur racine de N, P plus 1,96 racine de P 1 moins P sur racine de N. Donc connaître cette formule et savoir l'utiliser. Et l'utiliser pour prendre des décisions. Et deuxième partie du chapitre qui sera l'estimation, c'est-à-dire estimer par intervalle une proportion inconnue à l'aide d'un échantillon ou déterminer une taille d'échantillon suffisante pour obtenir une estimation d'une précision donnée au niveau de confiance 0,95. C'est ce que l'on appelle l'estimation. Alors commençons par l'échantillonnage. Le principe de l'échantillonnage. On étudie une population et on la compare à un échantillon. Par exemple, j'ai ici une population totale avec des gens bleus, des verts, des noirs, des jaunes, des roses, enfin bref. Et là, je regarde comme caractère la couleur, par exemple. Donc j'ai une certaine répartition de ces personnages dans ma population totale. Et je vais prendre un échantillon de cette population totale, c'est-à-dire que je vais prendre un morceau de cette population totale. Et je vais comparer cet échantillon par rapport à la population totale. Donc, les intervalles de fluctuation peuvent s'utiliser dans deux situations. La première, c'est je veux étudier la représentativité de l'échantillon, c'est-à-dire que j'ai une population totale, j'ai un échantillon et je veux voir si l'échantillon est représentatif de la population totale, c'est-à-dire s'il a les mêmes caractéristiques que la population totale. Pour cela, j'ai ma population totale dont je connais la proportion P qui a le caractère C étudié et je sélectionne un échantillon de cette population totale et je regarde si cet échantillon est représentatif de la population totale. Par exemple, si je prends comme population totale les élèves de terminale ES, qui étaient en terminale ES en 2015-2016, c'est-à-dire la promotion juste avant vous. Et je regarde pour eux le taux de mention au baccalauréat. L'échantillon que je vais prendre va être le lycée Varis-Gallois, promotion 2015-2016. Or, cette année-là, sur les 90 élèves qui ont passé leur bac ES, 41 ont une mention. Donc la question que je vais me poser, c'est est-ce que les résultats du lycée Évariste-Gallois sont conformes aux résultats nationaux? À savoir, est-ce que le lycée Évariste-Gallois est représentatif de la population française? Est-ce qu'il est meilleur? Est-ce qu'il est moins bon? Alors, cette décision est loin d'être évidente, parce que je remarque que j'ai 41 élèves sur 90 qui ont une mention. Donc si je regarde ce que ça donne, 41 divisé par 90, ça fait 0,46. Donc en gros, au lycée Varis-Gallois, j'ai 46% des élèves qui ont eu leur bac avec mention. Or, le taux de mention au bac est de 59,6. Donc je pourrais dire, c'est simple, la réponse est simple, le lycée Varis-Gallois a des résultats bien moins bons que la population nationale. Seulement, ce qui se passe quand je prends un échantillon, vous savez bien que si jamais j'ai une pièce de monnaie, si je la lance, j'ai une chance sur deux d'obtenir pile et une chance sur deux d'obtenir face, puisque la pièce, si je considère que la pièce est équilibrée. D'un autre côté, si je la lance deux fois, il n'y a finalement pas tant de chance que ça, que j'ai une fois pile, une fois face. Je peux très bien avoir deux fois face, j'ai une chance sur 4, ou deux fois pile, une chance sur 4. Si je la lance 10 fois, là aussi, j'ai peu de chance d'avoir 5 piles et 5 faces exactement. J'aurais peut-être 4 ou 6, enfin bon. C'est ce que l'on appelle la fluctuation d'échantillonnage. C'est-à-dire que si je prends un échantillon dans la population totale, finalement, la fréquence observée ne sera pas exactement égale à la proportion sur la population totale. Parce qu'il y a ce phénomène aléatoire dû au fait que je prélève une certaine partie de mon échantillon
Et je vais donc avoir une variation par rapport à la valeur théorique. Donc mon taux de mention au bac est de 59,6%. Si à Gallois, j'ai eu 46% de mention l'année dernière, ça ne veut pas forcément dire que le lycée gallois était moins bon que la moyenne française. Cela peut vouloir dire que juste j'ai une petite variation qui est due au fait que j'ai pris un échantillon. Je n'en ai que 90 des élèves. Donc voilà ce qui se passe dans la fluctuation d'échantillonnage. Donc ça c'est le premier exemple, donc, enfin première utilisation, étude de la représentativité. Deuxième étude, on peut faire un test d'hypothèse, c'est-à-dire que on formule une hypothèse sur la valeur de cette proportion, on la confronte à notre échantillon et on en déduit, en considérant que du coup là que notre échantillon est représentatif, on en déduit que notre hypothèse peut être rejetée, enfin on va rejeter l'hypothèse ou on va ne pas la rejeter, c'est-à-dire qu'on va en déduire si elle nous paraît plausible ou pas. Exemple, je lance une pièce de monnaie 500 fois et j'obtiens 210 fois pile. La moitié de 500, je rappelle, c'est 250. Donc 210, ce n'est pas 250. Mais peut-on quand même considérer qu'elle est équilibrée? Est-ce que cette fréquence que j'obtiens est anormalement basse ou normale? Première partie, intervalle de fluctuation asymptotique. On étudie un caractère dans une population et on appelle P la proportion d'individus ayant ce caractère dans la population totale. Dans cette population totale, on prélève un échantillon de n individus. Et on note xn, la variable aléatoire qui, à tout échantillon de taille n ainsi constitué, associe la fréquence d'apparition du caractère dans cet échantillon. En fait, n fois xn, c'est le nombre de succès, le nombre de personnes ayant le caractère dans la population totale. Donc n fois xn, c'est une variable aléatoire qui va suivre une loi binomiale de paramètres np. Bref, l'échantillon de fluctuation asymptotique au seuil de 95% est l'intervalle défini par in égale borne inférieure p moins 1,96 racine de p fois 1 moins p sur racine de n et p plus 1,96 racine de p fois 1 moins p sur racine de n. Vous remarquerez que finalement, dans cette formule, vous avez un intervalle qui est symétrique. La formule est presque la même pour la borne inférieure et pour la borne supérieure, sauf qu'on a P- pour la première et P+ pour la deuxième. Donc en fait, l'intervalle de fluctuation asymptotique, c'est-à-dire que dans 95% des cas, il est normal que la fréquence d'apparition du caractère soit dans cet intervalle. Propriété. Lorsque n est suffisamment grand, la probabilité que la variable aléatoire xn définie au préalable appartienne à l'intervalle de fluctuation asymptotique in est proche de 0,95. Alors, une petite remarque, n suffisamment grand, c'est assez vague. Donc, dans la pratique, on supposera que n est suffisamment grand lorsque n et p vérifient les conditions suivantes, à savoir n plus grand que 30, n fois p plus grand que 5 et n fois p fois 1 moins p plus grand que 5. Donc si ces trois conditions sont vérifiées, nous pourrons étudier l'intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95%. Quelques remarques sur les résultats établis précédemment que je ne vous demande pas de noter, mais qui sera toujours bon d'écouter. La première, on a vu dans le chapitre sur la loi normale que si une variable aléatoire x suit une loi normale centrée réduite, alors la probabilité que x soit compris entre moins 1,96 et 1,96 est à peu près égale à 0,95, valeur que vous deviez connaître par cœur. On retrouve ici le 0,95 qui est le 95% dans l'expression de intervalle asymptotique au seuil de 95%. Et on retrouve aussi le 1,96 qui est la valeur qu'on utilise dans l'expression de ce fameux intervalle asymptotique. Alors, d'où ils viennent? On a vu tout à l'heure que la variable aléatoire xn, qui compte le nombre, enfin si une variable aléatoire xn compte le nombre de succès et suit une loi binomiale de paramètres np.
Et si je la centre et si je la réduis, c'est-à-dire si je cherche la variable aléatoire Zn, qui s'écrit xn moins espérance, c'est-à-dire np, sur écart type, c'est-à-dire racine carrée de p fois 1 moins p. Donc on retrouve le p sur racine de p fois 1 moins p de la formule précédente. Donc si je la centre et si je la réduis, j'obtiens une nouvelle variable aléatoire qui, lorsque n devient grand, suit une loi normale centrée réduite. Par conséquent, on va retrouver les 1,96 de la formule et le 95%. Autre remarque, si j'étudie la fonction qui à p associe 1,96 racine de p fois 1 moins p pour p compris entre 0 et 1. Donc pour l'étudier, il faudrait la dériver, étudier ses variations, et on montrerait que 1,96 fois racine de p fois 1 moins p est un nombre plus petit que 1. De ceci, je divise de part et d'autre de mon inégalité par racine de n, j'obtiens 1,96 racine de p1 moins p sur racine de n plus petit que 1 sur racine de n. Puis j'ajoute p de chaque côté et j'obtiens que p plus 1,96 racine de p fois moins p sur racine de n est inférieur à p plus 1 sur racine de n. Je fais la même chose mais en soustrayant et je trouve que p moins 1,96 racine de p fois moins p sur racine de n, lui, est supérieur à p moins 1 sur racine de n. C'est un petit exercice de manipulation des inégalités qui ne ferait de mal à personne. J'en déduis que, comme p moins 1,96 est plus petit que p plus 1 sur racine de n, et p plus 1,96 est plus petit que p plus 1 sur racine de n, et p moins 1,96 est plus grand que p moins 1 sur racine de n, j'en déduis que cet intervalle, qui est la formule de l'intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95%, est inclus dans cet intervalle-là. Or, ce deuxième intervalle, p moins 1 sur racine de n et p plus 1 sur racine de n, si votre mémoire est bonne, est l'intervalle de fluctuation que vous étudiez en seconde. C'est la formule que vous aviez en seconde. En gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce nouvel intervalle de fluctuation asymptotique que je suis en train de vous introduire est un intervalle plus précis que celui qu'on a étudié en seconde. Ensuite, les règles de décision seront les mêmes qu'en seconde. Nous sommes maintenant à présent plus précis. Donc, bien sûr, étant donné que vous êtes en terminale ES, vous allez devoir, dans vos sujets, utiliser l'intervalle du programme de terminale ES et non celui de programme de seconde. Alors maintenant, voyons voir comment utiliser ces fameux intervalles de fluctuation asymptotique. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait deux contexte d'utilisation, soit on étudie si l'échantillon est représentatif, soit on émet une hypothèse sur la proportion P et on la confronte à notre échantillon. Alors, on considère une population dans laquelle la proportion de caractères étudiés est égale à P et on considère un échantillon de taille N de cette population sur laquelle la fréquence d'apparition du caractère est notée F observé, F obs. Le critère de décision est le suivant. Si la fréquence observée est dans l'intervalle de fluctuation asymptotique, si elle appartient à l'intervalle de fluctuation asymptotique, alors l'échantillon au seuil de 95% est considéré comme représentatif de la population totale. Donc si la fréquence observée est à l'intérieur de l'intervalle de fluctuation, alors on est dans une situation normale. On est dans les 95% de situation normale. En revanche, si la fréquence observée n'est pas dans l'intervalle de fluctuation, alors au seuil de 95%, on dira que l'échantillon n'est pas représentatif de la population totale. On a 5% de chance de le considérer comme non représentatif alors qu'il l'est. Exemple, prenons l'exemple des mentions au bac ES, promotion 2016. En France, le taux d'élèves avec mention était de 59,6%, au lycée gallois, 41 élèves sur 90 ont une mention. Donc j'ai repris les données de l'énoncé. Et je me demande si cet échantillon est représentatif de la population totale. Alors la population totale. La difficulté dans cet exercice n'est pas de connaître la formule, enfin celle-là il suffit de l'apprendre, mais de savoir l'utiliser. Dans notre formule, on a N, P et fréquence observée. Donc il faut être bien attentif à l'énoncé et ne pas se tromper sur ces valeurs. Pour cela, je vous conseille de décortiquer le sujet et d'y aller étape après étape pour prendre les bonnes valeurs. Donc population totale, ce sont les élèves de terminale ES qui ont passé leur bac en 2016.
le caractère, avoir une mention au bac. Dans ces cas-là, puisqu'il y a 59,6% d'élèves qui avaient leur mention, la proportion P du caractère étudié sur la population totale est de 59,6%, autrement dit 0,596. Maintenant notre échantillon. L'échantillon, ce sont les élèves du lycée Évariste-Galois, qui étaient 90. Donc N vaut 90. J'ai donc N et P, je vais pouvoir exprimer l'intervalle de fluctuation. Avant de l'exprimer, je vais vérifier que les conditions sont vérifiées pour pouvoir l'utiliser. N égale 90, donc N est plus grand que 30, c'est clair. N fois P. N fois P, ça fait 90 fois 0,596. J'ai trouvé avec ma calculatrice, N fois P égale 53,64, donc c'est bien plus grand que 5. De même, je fais n fois 1 moins p, je trouve 36,36 qui est plus grand que 5. Les conditions sont vérifiées, je vais pouvoir utiliser l'intervalle de fluctuation asymptotique. Alors, pour une proportion p égale à 0,596 et un échantillon de taille n égale 90, l'intervalle de fluctuation asymptotique est, et j'écris I90 c'est égal, et j'utilise ma formule en remplaçant P par 0,596 et N par 90. Je suis attentive à la place de la racine carrée et à la place des parenthèses. J'utilise ma calculatrice et je trouve que I90 est entre 0,2837 et 0,9083. L'intervalle de fluctuation asymptotique, il me donne des fréquences. En tout cas, tous mes nombres, et c'est obligatoire, doivent être des nombres compris entre 0 et 1. Il peut arriver que l'on dépasse un petit peu 1 ou qu'on aille un petit peu en dessous de 0 à cause de cet écart. Dans ces cas-là, on recentre, enfin on le remet avec que des nombres entre 0 et 1. Donc voici l'intervalle de fluctuation asymptotique. Maintenant, il faut que je calcule ma fréquence observée. J'ai 41 élèves sur 90 qui ont eu leur mention. Donc je calcule 41 divisé par 90. Je trouve 0,456. Et je me pose la question, est-ce que 0,456 est dans mon intervalle I90? Bon, 0,45 c'est plus grand que 0,28 et plus petit que 0,90. Donc j'en déduis que la fréquence observée et dans l'intervalle de fluctuation asymptotique, donc on considère au seuil de 95% que le lycée Évariste-Galois était représentatif de la population française en 2015-2016. Si j'avais trouvé une valeur qui aurait été plus petite que 0,2837, j'en aurais déduit que la fréquence était plus faible que la fréquence normale. Autrement dit, le lycée gallois avait des résultats moins bons que les résultats nationaux. En revanche, si j'avais trouvé une fréquence supérieure à 0,9083, j'en aurais déduit que le lycée Évariste-Galois était meilleur que la population française, que les résultats du lycée Évariste-Galois étaient meilleurs que les résultats nationaux. Deuxième et peut-être plus importante utilisation des intervalles de fluctuation asymptotique, c'est l'utilisation pour décider si une hypothèse est bonne ou pas. Alors, le critère est le suivant. On considère une population dans laquelle on émet l'hypothèse que la proportion du caractère étudié est égale à P. Et on considère un échantillon de taille n de cette population pour lequel la fréquence d'apparition du caractère est f observée. Si la fréquence d'apparition n'est pas dans l'intervalle de fluctuation asymptotique, alors l'hypothèse est rejetée avec un risque d'erreur de 5%. Alors ce risque d'erreur, cela veut dire que en fait on a 5% de risque de rejeter l'hypothèse alors qu'en fait on aurait dû l'accepter. C'est là qu'est l'erreur. Si on veut minimiser le risque d'erreur, il existe aussi des intervalles de fluctuation au risque d'erreur de 1%, c'est-à-dire qu'on rejette très peu. Par exemple, ça peut être pour une usine qui fabrique des objets, elle va peut-être préférer mettre sur le marché des objets défectueux plutôt que les jeter. En revanche, si cette usine fabrique par exemple des centrales nucléaires,
Espérons qu'elle va au contraire préférer rejeter à tort une pièce défectueuse plutôt que la mettre sur le marché et risquer de nombreuses vies humaines. Et suite de la propriété, si la fréquence observée appartient à l'intervalle de fluctuation asymptotique, alors l'hypothèse n'est pas rejetée au seuil de 95%. Pour cela, pour illustrer cette propriété, prenons l'exemple de la pièce de monnaie. Notre pièce de monnaie, on s'intéresse au caractère, elle tombe sur pile ou elle tombe sur face. On la lance 500 fois. Et on fait l'hypothèse que la pièce est équilibrée. Autrement dit, on fait l'hypothèse que la proportion de tomber sur pile est égale à 0,5. Comme on la lance 500 fois, on obtient un échantillon de taille n égale 500. Je vérifie d'abord que les conditions d'utilisation sont bonnes. N est égal à 500, donc n est plus grand que 30. N fois P, ça fait 500 fois 0,5, j'obtiens 250. N fois 1 moins P, ça fait 500 fois 0,5 encore, j'obtiens encore 250, et donc là, j'ai clairement que N fois P et N fois moins P sont supérieurs ou égaux à 5. Je peux donc utiliser l'intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95% pour un échantillon de taille n égale 500 et une proportion P égale 0,5. Donc j'applique ma formule. 0,5 moins 1,96 racine de 0,5 sur racine de 500 et 0,5 plus 1,96 racine de 0,5 fois 1 moins 0,5. Bon, clairement dans la calculatrice, j'aurais pu mettre directement 0,5. Hein. Je peux faire mentalement le calcul 1 moins 0,5 sur racine de 500. Je rentre ces valeurs dans ma calculatrice et j'obtiens que l'intervalle de fluctuation asymptotique pour une proportion P égale 0,5 et un échantillon de taille n égale 500 est d'environ 0,4562, 0,5438. Ensuite, ma pièce, je l'ai lancée 500 fois et sur les 500 fois, j'ai eu 210 piles. Donc ma fréquence observée est égale à 210 divisé par 500. Autrement dit 0,42. Je remarque que 0,42 est inférieur à 0,4562. Donc ma fréquence observée n'est pas dans l'intervalle de fluctuation asymptotique. Par conséquent, au risque d'erreur de 5%, on va rejeter l'hypothèse que la pièce est équilibrée. Voici comment utiliser les intervalles de fluctuation pour des prises de décision sur un échantillon.